D'accord. Alors, dans ce démarrage de ce Zoom citoyen un petit peu sportif, on a donc, nous ne savions pas, mais il y a un énorme succès. Enfin, ça, on pensait qu'on avait du succès, mais on ne savait pas que c'était limité à 100. Donc, il y a peut-être au moins 100 autres personnes là qui ont envie d'y aller. Donc, il y a des propositions déjà du collectif et des personnes qui ont envie de venir autour de s'entraider. Donc, ou par un lien WhatsApp ou par le lien Skype, ce qui permet aux différentes collectivités, on va dire, de se mettre aussi en lien. Voilà comment on va essayer de faire. Encore une fois, désolé, mais bon, on teste tout ça. Et puis, on n'avait pas l'outil suffisamment performant pour développer tout ça. Déjà, le premier élément, hein, c'est qu'on est 100 inscrits là, et certainement au moins autant, et peut-être même beaucoup plus, qui sont ailleurs. Donc, alors, comme tout est enregistré, je pense qu'on pourra ensuite le diffuser. J'espère. Je pense que Véronique, tu as aussi enregistré de ton côté. Non, mais si tu veux, je le fais. Est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation d'enregistrer? Oui, Parce qu'il enregistre. manquait, veuillez demander l'autorisation d'enregistrer à l'animateur de la réunion, s'il vous plaît. Alors, Ah oui. c'est ça. Ah oui, oui, tu l'as bloqué du coup. Du coup, il n'y a que toi qui peux enregistrer a priori. Par l'organisateur. Et puis ensuite, Serge, il s'agira de diffuser via un lien de téléchargement WeTransfer ou autre. Parce que ça va faire un fichier assez lourd. Tu veux dire qu'il vaut mieux pas que tout le monde enregistre, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Bon. Donc, je savais même pas qu'on avait bloqué. Donc, on va faire comme ça et après, j'espère qu'on trouvera une solution pour le faire passer. Tu nous aideras, Dominique. Peut-être qu'il aurait fallu que ce soit toi qui enregistre. On aurait sécurisé. Et puis on pourra, Serge, Oui. on pourra prévoir, je pense, une autre réunion. Oui. On verra avec d'autres amis. Oui. Des plateformes plus larges, hein, mais on pourra y réfléchir rapidement. On va chercher des pistes très très vite. Voilà. Alors, il ne faut pas donner l'excuse du ciel bleu, hein, cette fois-ci. oui, non, mais c'est pas une excuse, c'est que c'était super sympa à eux de nous avoir permis d'utiliser cela parce que je rappelle qu'on a fait ça de manière totalement 100% bénévole et que on a zéro moyen, quoi, tout simplement. Hein. Ça nous a pris un petit peu. Ça permet du coup de démarrer ce déroulé. Donc, on a une petite heure, si tout va bien par rapport au jour, on verra bien aussi tout cela. L'idée, c'était donc à la fois de présenter, de rappeler un petit peu la démarche, de présenter quelques éléments du rapport et des propositions, et puis qu'un certain nombre de personnes qui ont participé puissent intervenir. Et par ailleurs, voilà un petit peu l'élément. Alors, essayez dans la mesure du possible de mettre pour l'instant vos micros en muet, parce que chaque bruit arrive sur tout le monde. Voilà. Donc, vraiment très très vite. Donc, on a constitué cette histoire-là, il y a quoi? Il y a 4-5 semaines, hein, quelque chose comme ça. C'était vraiment dans la période du confinement, donc avec aussi toutes les difficultés, mais c'est aussi le confinement qui s'est dit il y a quelque chose à faire. Donc avec Docteur de Normandie, avec Véronique Suissa, donc l'un un médecin, un chirurgien mondialement reconnu, et Véronique Suissa, qui est une docteure en psychologie qui est au labo à Paris 8. On s'est dit, on avait travaillé déjà ensemble sur complètement autre chose, sur les médecines complémentaires. On s'est dit, mais là, il se passe quand même quelque chose d'un peu singulier. Il faut absolument qu'on réfléchisse à tout ça et qu'il n'y ait pas encore un rapport, mais qui est plutôt quelque chose autour de qu'est-ce que d'une initiative citoyenne et des gens, des acteurs. Alors, des acteurs, ça peut être extrêmement impliqués dans le moment T, c'est-à-dire par exemple des médecins, mais aussi d'autres personnes qui sont par exemple à diriger des établissements, des groupes ou autres, mais aussi des individus, mais aussi des associations en particulier de retraités, d'aînés, ainsi de suite. Un petit peu que cette parole-là, avec sa diversité, ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité, mais que cette parole-là soit entendue et qu'elle puisse se poster aussi sur différents sujets. Donc on a regroupé assez vite
en quelques jours 60 personnes qui ont donné leur accord tout de suite, parce qu'évidemment, alors il y a plein de gens à qui on n'a pas eu le temps d'appeler, on a oublié plein. Évidemment, il y a eu des milliers de gens qu'on aurait pu appeler, mais voilà, à un moment donné, il fallait aussi, l'idée c'était d'aller extrêmement vite. Et l'idée aussi, c'était qu'il y ait des personnes qui soient des gens directement concernés, c'est-à-dire des gens âgés, tout simplement. Pas oublier aussi cet élément-là. Et puis aussi, alors, avec beaucoup de limites, évidemment, aussi des gens qui sont, entre guillemets, des anonymes, qui sont pas représentants d'une association ou des éléments comme ça. Il y en a eu peu, parce que tout simplement, on n'a pas eu le temps. Après, on a… Comment ? Ouais. Ensuite, on a fait travailler tout ce petit monde. Alors, ce petit monde, c'est aussi bien Joël Jaouen qui est avec nous, qui est président de France Alzheimer. C'est Dominique Fabre, qui est secrétaire général de la CFDT retraitée. C'est Marie-Françoise Fouche, qui est la présidente d'honneur de Hold Up. Enfin, voilà, c'est énormément de personnes. C'est des gens qui sont très, très impliqués, par exemple, professionnellement. Je pense à Daphna Mouchnik, qui à la fois a créé cette d'aide à domicile et qui préside le Tiers pas domicile. Enfin, voilà, c'est Dominique Modron qui préside Partage et Vie, qui est une des plus grosses structures de maisons de retraite et autres associatives. Enfin, j'en oublie évidemment plein. C'est pas le moment de faire la liste. On la renverra d'ailleurs. En tout cas, elle est accessible très facilement. Par exemple, sur le site là, sur le mag des territoires numériques. Hein, on a pris un site. On a demandé à un site de bien vouloir nous accueillir. C'était un site qui s'adresse beaucoup aux élus. Donc, il y avait aussi une logique assez forte autour de cela. L'idée, évidemment, c'est aussi que les élus locaux soient aussi dans la partie. Il ne s'agissait pas d'opposer une société à une autre, mais bien de dire que tout le monde est à même de travailler ensemble. Et pour montrer aussi, parce qu'on souhaitait aussi que ce soit absolument pas… C'est politique au plus beau sens du terme, mais c'est absolument pas politicien. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas le vote des différentes personnes que l'on a. Quand le Covid arrive, je vous assure qu'ils ne demandent pas la carte d'électeur de la personne, quoi. Donc, on était beaucoup plus sur une logique, là aussi, citoyenne, transpartisane, transversale, et j'aime bien dire transverse âge. C'est-à-dire que c'est aussi, c'est aussi important de ce point de vue-là. Mais il y a eu aussi des politiques. Alors, l'Assemblée des départements de France nous a rejoints. Geneviève Manarino, qui vice-préside le département du Nord, est avec nous. On a des députés qui sont un peu de bords différents. Cédric Villani, on a Audrey Dufaux-Schubert, on a Agnès Firmin-Lebaudot, on a Philippe Berthat du côté de Nîmes, on a Janine Dubié qui est du côté des Hautes-Pyrénées. Alors les députés sont très peu là parce que ils sont aux cérémonies du 8 mai. Bon, donc on a aussi ces contraintes-là, et puis d'autres politiques, d'autres anciens ministres et tout, Xavier Bertrand, Myriam El Khomri, Michel Delaunay qui a été la dernière ministre avec le terme des personnes âgées, voilà, et plein d'autres. Donc, je termine là simplement. Donc on a fait travailler les gens, on a réfléchi ensemble. Les propositions 136 de mémoire sont arrivées, on les a regroupées parce que certaines étaient la même. On en a mis 52 sur un site, et puis ensuite les choses ont avancé. Mais je vais laisser Véronique Suissa parce c'est la garante méthodologique de l'affaire, nous expliciter cela. Ensuite, Philippe de Normandie prendra la parole, et ensuite on déroulera pas toutes les propositions, hein, elles sont sur le site. Ensuite, et puis ensuite on créera un petit peu de débat. Et certaines des personnes interviendront durant ces périodes-là, puis ensuite chacun posera ses questions, on essaiera de gérer tout ça. Je laisse à Véronique le soin de nous présenter un peu plus la méthodologie, puis où ça en était, quoi. Ok, bonjour tout le monde. Alors, d'abord simplement vous donner quelques chiffres clés par rapport donc, à ces états généraux. Alors, vous dire en quelques mots, donc en termes de chiffres, donc 260 Français, citoyens, acteurs de terrain qui se sont inscrits au comité de soutien des états généraux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce comité de soutien? Il a été ouvert en chemin, en route, à la demande des personnes qui souhaitaient soutenir cette démarche. Donc, ces états généraux, c'est également 8000 personnes votant, donc dans le cadre de la consultation citoyenne qu'on a mis en place. Et c'est également 20 propositions plébiscitées. Et enfin, 250 remarques, propositions citoyennes qui ont été formulées donc, dans le cadre de cette consultation. Alors, en 2 mots à présent sur la question de la démarche qui a été la nôtre et de la méthode de l'analyse des données. Alors, parmi les 52 propositions initiales qui ont donc été portées par le collectif, donc il s'est agi d'inclure uniquement les propositions les plus plébiscitées par les citoyens votants, et d'autre part, de pouvoir enrichir et réajuster ces propositions à partir justement des remarques et des propositions citoyennes. Donc, pour ce faire, donc il s'agit d'analyser d'une part donc, le taux d'adhésion exprimé pour chacune des 52 propositions initiales.
Et c'est ainsi que nous avons donc identifié les 20 propositions les plus plébiscitées, mais aussi d'analyser les 250 propositions citoyennes qu'on a classifiées ensuite au sein de 9 gros thèmes qui revenaient au sein de ces propositions. Et c'est comme ça qu'on a pu enrichir et réajuster certaines propositions. Je vais vous donner simplement un exemple illustratif. Par exemple, parmi les propositions les plus plébiscitées, il y avait celle de pouvoir renforcer l'éthique. Et puis, dans les remarques des citoyens qui ont voté, beaucoup donc, finalement formulé le fait qu'effectivement, il était très important de renforcer l'éthique, mais que pour ce faire, il fallait pouvoir déployer des comités éthiques, notamment en institutions et en EHPAD. Et du coup, on a enrichi cette proposition initiale en la reformulant de cette façon. C'est comme ça qu'on a procédé. Pour finir, donc ce document, finalement, c'est une contribution citoyenne qui s'articule autour de 2 axes. On va vous l'envoyer d'ailleurs tout à l'heure, qui s'articule donc autour d'une liste de 20 recommandations, donc le fruit d'une coopération à la fois entre le collectif des États généraux et les 8 citoyens, et puis 60 contributions écrites qui traitent d'une question, d'un enjeu, et qui ont été réalisées par chacun des membres du collectif. Voilà ce que je souhaitais dire, et je te relaisse la parole, Serge. Merci beaucoup Véronique. Alors, on reçoit, alors, il y a par exemple avec nous Gilles Béru, là par le téléphone, on est sans doute à plus de 300 personnes qui ont voulu se connecter et alors, chacun essaie de trouver des solutions, mais évidemment la seule vraie solution, ça sera de refaire d'autres manifestations de ce type-là. Alors vous me direz, il vaut mieux qu'on soit trop que pas assez, puisque là, il n'y a pas de risque de distanciation et tout ça. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt extrêmement positif. Mais encore une fois, désolé de ces impromptus technologiques. Mais je vous dis, ça prouve aussi, c'est la rançon du succès. Et il y en a un où la connexion s'est arrêtée et le temps qu'ils essaient d'y revenir, eh ben, quelqu'un d'autre avait pris la place, quoi. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment pas lâcher. Alors, Philippe, à toi de prendre la suite, s'il te plaît. Oui. C'est bon, Serge, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, donc l'idée, c'était de vous présenter sûrement pas tout le rapport, parce qu'il est extrêmement dense. Et en fait, cette contribution citoyenne, c'est pas le 22e rapport comme tu l'as rappelé, c'était vraiment d'essayer de rééclairer toutes les diffusions et toutes les remarques qui ont été faites dans des rapports. Et donc, avec tout ce travail que vous a présenté Véronique, finalement, on a regroupé on a vraiment 4 grosses thématiques qui apparaissent de façon très forte dans l'ensemble de nos travaux. C'est la thématique autour de la personne âgée au cœur de la société qui est revenue en numéro 1 et qui rejoint de façon importante le sujet de toute la problématique de comment on redonne la parole aux vieux, comment on évite d'infantiliser les mieux. Ces mots sont ressentis de façon importante. Comment on crée cette société solidaire de la seniorisation. Et ça rejoint ce que tu évoquais par exemple, la proposition phare qui a été votée à plus de 98%, c'est la réflexion autour, effectivement, du sujet de l'éthique. Et je pense que tous les débats qui ont eu lieu dans les 2 mois avec la crise que l'on a vécue ont fait apparaître de façon importante tous ces questionnements éthiques et avec les prises de parole multiples qu'on a pu avoir sur ce sujet de nombreux philosophes professionnels de santé. Toujours dans cette thématique, on voit apparaître, et il y a plusieurs propositions dans ce sens, mais comment les aînés sont beaucoup plus partie prenante dans le système. Il y a eu des propositions, par exemple, qu'on a trouvé qui est remontée de façon forte avec un taux important de vote autour de ces notions de groupe senior testeurs, de vraiment implication des aînés dans l'ensemble des processus de décision. Donc, c'est vraiment le sujet numéro 1 qui ressort de façon très forte par rapport à cet événement majeur qu'on est en train de vivre. La deuxième grande thématique, c'est la politique de santé centrée sur la personne. Avec vraiment la crise qui a bien mis en exergue les difficultés majeures de notre articulation entre l'ensemble des acteurs, à la fois du sanitaire, du médico-social, même s'il y a eu des initiatives tout à fait remarquables, mais ça a été toujours avec beaucoup de difficultés que les choses arrivent à se mettre en place. Et donc, c'était important, là, que ce thème est revenu de façon forte, avec par exemple un sujet qui est revenu en priorité, qui était le fait qu'il fallait réarticuler beaucoup plus les EHPAD avec l'hôpital, rouvrir des lits de gériatrique, c'est apparu à 88,5% des votants, avec l'idée d'avoir des circuits courts, efficaces, que les gens se connaissent pour faire en sorte que ça assure beaucoup plus de confort, beaucoup plus de sécurité pour les personnes qui peuvent être amenées à prendre cette filière. Donc vraiment cette logique de repenser la lisibilité et l'organisation territoriale autour de la politique de santé
vraiment centré sur la personne est apparu de façon importante. Vous verrez les autres propositions et notamment, il y a quelque chose qui est ressorti assez fort autour de l'oncogériatrique, mais bien évidemment, avec plus de 80% aussi, toute la réflexion autour de c'est quoi la politique de prévention. Il se fait déjà encore des choses. Là encore, les contributions ne sont pas parties de rien. C'est pas remettre en cause tout ce qui se fait, mais c'est pouvoir mettre en avant et en exergue des points qui paraissent essentiels à l'ensemble de ce collectif qui a travaillé. Enfin, le troisième chapitre, c'était faciliter la vie des personnes âgées. Avec une thématique forte qui est revenue dans beaucoup, et vous reverrez dans les contributions, bien évidemment avec un domicile qui s'impose comme étant un choix prioritaire, et donc la nécessité d'enrichir considérablement le principe de l'offre de parcours de vie entre le domicile et l'EHPAD. Alors, c'est des choses qui sont souvent évoquées, mais là, c'est ressorti de façon forte le sujet d'avoir un système d'aujourd'hui un peu trop binaire, domicile ou institution, et qu'il fallait réinventer beaucoup plus ce système de variété des activités avec notamment deux idées très fortes. La première, et qui est revenue là encore à près de 90%, 87,3%, c'est de se dire qu'il fallait vraiment regrouper au sein des structures de soins à domicile l'ensemble des métiers d'accompagnement des plus âgés dans leur lieu de vie, avec une logique d'interlocuteur unique pour accompagnement, ce qui est semblé absolument essentiel. Et ce qui est revenu vraiment de façon forte, c'est que la dispersion de l'ensemble du secteur très atomisé, ça a bien été montré notamment dans le cadre du rapport El Khomri ou du rapport Libaud, ça n'a fait que confirmer ce constat et cette nécessité de repenser une organisation territoriale et un regroupement de l'ensemble des métiers d'accompagnement, avec également, bien évidemment, et ça rejoint cette variété de parcours, et apparu également en deuxième position de façon forte, le fait d'avoir recours à ces alternatives efficientes en termes d'accompagnement, de type, par exemple, des dispositifs d'accueil familiaux ou autres. Enfin, le quatrième thème fort, qui apparaît, c'est bien évidemment renforcer les métiers du soin auprès des aînés. Donc, ce thème est absolument essentiel. Il a été largement exprimé pendant la crise, encore plus avec la tension de ce qu'on pouvait encore imaginer et ce qu'on avait pu identifier avant, avec bien évidemment un thème qui devient là encore très très majoritaire, à près de 80%, c'est bien évidemment tout le sujet des emplois, de la rémunération des personnels, le sujet de l'ouverture de postes et surtout le sujet d'assurer ces parcours pour les professionnels, avec notamment deux thèmes qui sont revenus de façon assez forte, c'est repenser complètement la place et le redéploiement dans des dimensions beaucoup plus importantes des assistants en soins gérontologiques et des infirmières de pratique avancée en gériatrie, considérant que ce sujet était beaucoup trop restreint et qu'il fallait ouvrir les vannes de façon beaucoup plus importante. Je pense qu'on en parlera dans le débat. Et puis enfin, il y a un thème qui est apparu spontanément, là encore, dans les remontées, c'était d'avoir une vision également d'ouverture beaucoup plus importante autour de toutes les pratiques non médicamenteuses, avec les approches complémentaires et qui sont apparues. Et on a vu ce thème, là encore, identifié à plus de 80%. Voilà, j'ai essayé de vous brasser. On n'a pas voulu vous citer toutes les propositions, ça aurait été beaucoup trop rébarbatif, mais essayer de vous montrer ces 4 grands chapitres sur lesquels on a essayé de classer ces 20 propositions qui sont revenues les plus fréquemment de la part à la fois du travail des 60 contributeurs et de la consultation citoyenne. Serge, je te redonne la parole. À vous, Cognac G, c'est un côté. Merci beaucoup, Philippe. Alors, merci encore. On est un peu tonique, hein, c'est un peu complexe. Attention à bien garder vos micros fermés parce que on entend plein de petites choses. Le président de l'université de Nîmes me disait que lui, il a un système au moins à 300, donc le prochain, je pense qu'on pourra au moins passer pour les 300. Alors là, l'idée, c'était donc, ça c'est vraiment une présentation, encore une fois, très très rapide. On retrouve sur le mag des territoires numériques et puis très vite sur un site que l'on va créer le rapport. Hein. Mais ça permettait déjà d'avoir un certain nombre de choses. On s'est dit que ce qui était intéressant, c'était sur un premier moment, c'était de présenter avec Véronique et Philippe les grands axes et en explicitant pas tout, mais en prenant un ou deux exemples, et puis qu'ensuite des personnes qui avaient contribué à ces propositions puissent prendre la parole. Alors évidemment, un certain nombre des personnes en question ne seront pas avec nous. Donc on va aussi s'organiser un petit peu en fonction de ça. Véronique, je propose que tu démarres avec la politique nouvelle, et puis oui, on va avancer comme ça.
Alors, oui, simplement pour vous expliquer, donc, chaque contributeur donc, a rédigé une contribution écrite autour d'une question, comme je le disais, et toutes ces contributions, ces 60 contributions ont été répertoriées au sein de 4 grands thèmes. Donc, l'idée, c'est de vous les présenter très rapidement et de faire un focus par l'un des membres qui sera éventuellement présent. Donc, le premier grand thème de ces contributions, c'est cette politique nouvelle en faveur d'une politique finalement décloisonnée, coopérante et solidaire, avec 4 sous-thèmes: instaurer une politique du vieillissement, une nouvelle politique du vieillissement, de pouvoir décloisonner les secteurs, de faire davantage coopérer les acteurs et de porter la solidarité. Donc là, Serge, du coup, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir faire intervenir Monsieur Lamine Garbi, président de la FHP, mais je ne sais pas s'il est présent. Alors, ce que je propose, c'est Dominique Fabre, que tu dises quelques mots autour de cette problématique-là, si tu veux bien. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à tout le monde, parce que je vois qu'on est nombreux derrière les écrans. Alors déjà, je voulais dire que nous avons rejoint cette action et je vous en remercie de l'avoir menée parce que c'était nécessaire. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, nous sommes intervenus, nous, pour la CFDT retraitée, sur la notion d'éthique et de citoyenneté de la personne âgée. Pourquoi? Parce que ces dernières semaines nous ont démontré, et j'assume tout à fait ce que je dis, comment à certains moments on considérait la personne âgée, les vieux. Je ne sais plus qui tout à l'heure a parlé des vieux, et on s'est demandé si notre société avait encore notion de ce que c'était que la dignité de la personne âgée et de sa parole. Et puis, très naturellement, nous nous sommes dit que lorsque l'on est une personne âgée, on est un citoyen comme les autres. Et je rejoins d'ailleurs, si je puis me permettre, ce qu'a présenté la députée Audrey Dufeu, qui a dit la parole de la personne âgée. Et il est vrai que quand on parle des personnes âgées, on parle souvent à des professionnels, ce qui est bien, puisqu'ils ont leur mot à dire. On parle à des institutions, ce qui est bien. Mais rarement, on demande la parole de la personne âgée directement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un des combats de Paulette Guinchard quand elle était présidente à la CNSA. Elle disait toujours, mais donnez la parole aux personnes âgées. Donc, c'est un peu dans ça. Et puis, le respect de la personne. On a vu que dans les EHPAD, il y a eu des situations extrêmement compliquées. Ça a même fait un déchaînement médiatique que j'ai trouvé un peu fort et un peu accusateur quelquefois. Et dans les EHPAD, il y a eu des vécus vis-à-vis de ces personnes âgées qui ont été très compliqués, à un tel point qu'elles sont mortes et qu'elles ont été enterrées parfois même sans avoir eu un dernier regard de leur famille. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me pose beaucoup de questions, même si on sait qu'on était dans une crise sanitaire, c'est quand même une question que l'on est en droit de se poser. J'irai pas plus loin s'il y a des questions, Serge. Merci beaucoup. Voilà, pour l'instant, on est sur une première présentation, puis après, il y aura certainement des débats. Véronique, tu reprends sur le, oui, sur le deuxième thème. Donc, le deuxième thème dans lequel est articulé donc, un certain nombre de contributions, c'est celui donc, de la société, une société inclusive et adaptée aux besoins, aux lieux de vie et aux usages, avec là encore 4 sous-thèmes: valoriser la seniorisation de la société, considérer les spécificités territoriales, s'adapter aux besoins et lieux de vie des aînés et s'ouvrir au numérique. Et là, je propose de faire intervenir Jean-Philippe Arnoux. Je sais qu'il est présent, donc directeur de la Silver Economy de Saint-Gobain. Nous te donnons la parole, Jean-Philippe. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors oui, ma contribution, moi je suis connu pour tous les sujets d'adaptation de logement, mais c'était effectivement, alors comme le disait Philippe, reprendre cette notion de parcours de vie, des alternatives, je dirais, c'est vrai que les gens plébiscitent le domicile sans forcément toujours connaître d'autres modes d'habiter, avec beaucoup de choses à inventer. On entend beaucoup parler d'intergénérationnel, voire même mixé. On parle souvent, par exemple, d'EHPAD, centres de services, avec des domiciles connectés. Donc, on a des formes à inventer. Le deuxième message, j'étais en réunion, alors web réunion avec le ministère du Logement hier, sur la transition énergétique. Et c'était clairement un appel, je dirais, aux gouvernants de faire converger toutes ces transitions. Donc, effectivement, le sujet de la transition énergétique, dont on en parle beaucoup et qui est déjà très complexe, avec la transition démographique. Et ce que nous a montré effectivement la crise du Covid, et c'est pour ça que nous sommes en webconférence,
c'est l'absolue nécessité d'intégrer une transition digitale à travers ce qu'on appelle le voix données image pour rendre, je dirais, les domiciles plus communicants. Alors, on espère qu'il n'y aura pas une nouvelle crise de Covid, mais on voit à quel point ça a pu faciliter notamment le lien social. Donc, l'appel était une sorte de conférence interministérielle entre Bercy pour le numérique, évidemment le ministère du Logement, le ministère de la Santé, pour, je dirais, revoir ces territoires. Et un dernier message était sur une transition géographique. On s'aperçoit de mouvements de migration, principalement d'est en ouest. Et l'idée aussi, c'est que les territoires puissent se préparer à ce pic démographique, cette seniorisation, alors là, ramenée au territoire, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, il y a également une grande étude marketing à mener pour aider les territoires à se préparer et mettre les infrastructures. Je n'ai pas parlé de mobilité, on pourrait en faire un truc, mais effectivement, là aussi, c'est un gros sujet. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, on continue ce déroulé, on l'a voulu assez court pour pas que ce soit fastidieux, mais en même temps que chacun puisse aussi y contribuer. Alors, à toi, Philippe, s'il te plaît. Oui, donc toujours, donc en complément de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et par rapport aux contributions, on a vu vraiment le thème pour une approche sur cette santé autour du care, pour les patients, pour les soignants, pour les aidants. Il y a eu beaucoup de contributions permettant de repenser quand même beaucoup plus l'accompagnement des patients, en promouvant de façon extrêmement importante le care dans une vision de santé, pas uniquement une vision de soins, mais cet accompagnement des soignants impliquait également un accompagnement fort des aidants qui ont été largement identifiés dans les contributions, avec un souci, et c'est sûrement la crise qui nous l'a fait identifier, c'est d'anticiper beaucoup mieux toutes les crises sanitaires dans lesquelles on voit que la fragilité est à prendre en compte, et donc comment on arrive à être beaucoup plus efficace en termes de prévention pour anticiper vis-à-vis de ces populations plus fragiles, permettant d'anticiper les crises sanitaires. Et enfin, cela amène ce qu'on évoquait tout à l'heure, à avoir une vision et pour un plaidoyer un peu différent de l'approche santé du vieillissement, avec une vision pas sanitaire certes, mais beaucoup plus globale, dans une vision très holistique de l'approche du vieillissement. Et je pense que c'est intéressant. Si vous en êtes d'accord, il y a Joël Joanne, qui est président de France Alzheimer, qui pourrait intervenir, et peut-être Claude Jandel, si tu as pu te joindre également, qui pourrait donner un focus sur cette thématique. Joël ? Joël Jaouen. Ça y est, j'ai ouvert mon micro. Ah, ok. Merci de me donner la parole parce que tout à l'heure, j'entendais Dominique de la CVT qui parlait des personnes âgées. Il y a un mot qui est très très peu prononcé au cours de cette pandémie, c'est le mot Alzheimer. Est-ce que c'est par pudeur? Est-ce que c'est par peur? Je ne le sais pas. Il n'empêche que je pense que tout le monde qui participe aujourd'hui à cette réunion, on est tous conscients qu'une grande majorité des résidents des EHPAD sont atteints de troubles cognitifs et la plupart du temps de la maladie d'Alzheimer. Or, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas beaucoup parlé de ce mot-là, on a peur de l'employer. Nous pensons que d'ailleurs, au moment du déconfinement, j'angoisse quand on fera le bilan du déconfinement sur les dégâts collatéraux qu'auront entraîné le confinement en EHPAD. Et c'est vrai que nos familles nous ont alerté également que vous savez qu'un malade d'Alzheimer a besoin de déambulation et qu'on n'ose pas, on n'imagine pas ce qui a pu se passer pour empêcher la déambulation. Je reviens simplement sur le thème que Philippe faisait allusion. Nous savons très bien que l'accompagnement, et si je l'écrivais, je le mettrais en majuscule, fait partie du soin. L'accompagnement est indispensable. Et ça fait 20 ans que je gravite dans le milieu associatif Alzheimer, et j'entends toujours parler de transversalité du sanitaire et du médico-social. Ben, mettons-le en application. Inventons, créons. Je crois que c'est Véronique qui disait co-construisons quelque chose. L'accompagnement fait partie du soin non médicamenteux. Je rebondis aussi sur cette formule. Le soin non médicamenteux a toute sa place dans l'accompagnement de la personne âgée. Et je souhaiterais aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Véronique, pour revenir à elle, l'a mieux dit que moi, parce que moi, c'est avec une autre formule. Mais n'opposons pas l'expertise à l'expérience. Ça veut dire aussi en clair que si le savoir appartient à quelques-uns, le vécu appartient à d'autres. Et je propose de le mettre ensemble pour finir un puzzle, pour qu'on puisse enfin construire quelque chose qui sera
arrêtons d'opposer le sanitaire au médico-social. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Peut-être, merci beaucoup Joël. Peut-être Claude, toi qui as les différentes casquettes, ça pourrait être vraiment très intéressant également que tu interviennes et je te proposais de rebondir sur la dernière phrase que disait Joël. Claude? Claude. Il était là, il y a deux. On l'a vu, il est arrivé. Je suis là. Ah, Claude, Bonjour. merci. Tu avais bloqué ton micro, je pense. En tout cas, merci de pouvoir réagir sur ce que disait Joël et ce qu'on vient déjà d'évoquer. En tout cas, et merci de ta présence et de ton aide. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à vous rejoindre. Alors, je représente en quelques mots le Conseil national professionnel de gériatrie qui fédère l'ensemble des composantes des métiers de gériatre, mais aussi des autres professions qui interviennent dans le soin auprès des personnes âgées, dans les différents secteurs, hospitaliers, médico-social, domicile. Alors, je voudrais rebondir effectivement sur tout ce qui a été dit parce que on a beaucoup parlé de décloisonnement, c'est un terme fort qui est régulièrement utilisé et juste précédemment, on évoquait les transitions. Je pense qu'il faut parvenir à décloisonner les transitions, essayer de croiser les transitions démographiques, digitales, bien évidemment les transitions géographiques et écologiques, mais ne pas oublier la transition épidémiologique. Parce qu'en fait, les situations qu'on rencontre aujourd'hui, de plus en plus prévalentes, et monsieur évoquait la maladie d'Alzheimer, c'est aussi le fait que l'avance en âge est plurielle et qu'elle expose un certain nombre, mais uniquement un certain nombre, et espérons que ce nombre va se réduire au fil du temps, de personnes à risque de contracter un certain nombre de maladies chroniques à l'origine de la dépendance la plupart du temps. Et la maladie d'Alzheimer est l'archétype de ces maladies chroniques incapacitantes. Alors, les mots-clés, je les ai entendus ce matin. J'ai entendu décloisonnement, j'ai entendu transition, j'ai entendu parcours. Philippe, tu as insisté sur la politique de parcours. La politique de parcours, elle est née en France en 2012 avec le premier rapport qu'avait remis Dominique Libaud sur le parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, qui visait déjà à faire en sorte de croiser les regards sur la personne en centrant les réponses sur la personne. Il y a un mot-clé que je n'ai pas entendu, il y a deux mots-clés que je n'ai pas entendus ce matin, c'est évaluation. Parce que pour pouvoir effectivement répondre de manière personnalisée aux problématiques de chacun, il faut être dans une approche bien sûr personnalisée, ce qui implique une évaluation des besoins individuels. Et je sais que tu es un fervent défenseur aussi du aller vers. Eh bien, évidemment, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est que les personnes les plus fragiles aujourd'hui, ce sont celles qui ne s'expriment pas, qu'on ne voit pas, qui ne viennent pas vers les dispositifs actuels. Et il faut aller vers aussi, aller les chercher, ces personnes. À mon avis, l'enjeu, il est là également. Le deuxième mot-clé que je n'ai pas entendu, c'est intégration. Alors, intégration au sens canadien, c'est-à-dire que tout ce que la France essaye de mettre en exergue à travers ces sujets, c'est quand on dit décloisonnement, quand on dit centré sur la personne, on devrait utiliser plus souvent le terme d'intégration des réponses, parce que finalement les réponses existent, mais comme vous l'avez dit, elles sont disparates, elles sont portées par des acteurs très nombreux qui sont mal articulés entre eux, parce que tout simplement c'est difficile d'articuler les réponses, et donc il faut que notre système de santé, avec un grand S, converge vers ce que les Canadiens ont très bien su faire, c'est-à-dire l'intégration des réponses. Et là, les réponses, elles sont plurielles, elles sont sociales, elles sont médico-sociales, elles sont sanitaires, elles impliquent le plus grand nombre d'acteurs. Voilà. Je n'en dis pas plus pour ne pas être trop long, mais je vous remercie encore de m'avoir invité à être avec vous ce matin. Merci beaucoup, Claude. Merci de ces compléments. Et effectivement, dans toute la réflexion, tu reprenais le terme aller vers, mais c'est vrai qu'on l'a vu apparaître dans toutes ces contributions. On est dans cette logique du aller vers et dans toutes les propositions. Ce point-là est un point absolument essentiel. Il y a le quatrième point qui est revenu quand même de façon forte dans toutes les contributions, c'est finalement que l'imagination, il est quand même sur le terrain et que le regard du citoyen est absolument clé et que
ce qui se fait au niveau des territoires et du local est absolument essentiel pour pouvoir accompagner ces réformes et qu'il faut les reconstruire. Et je pense que c'est ce qui a été frappant en préparant tout ce travail avec les uns et les autres, c'est qu'on s'est rendu compte que, et tu l'évoquais Claude, qu'il y avait énormément de choses, d'initiatives citoyennes qui se mettaient en place et qui permet demain de pouvoir imaginer des réformes, mais il faut s'appuyer sur ces initiatives. Et pour ça, on proposait un certain nombre de témoignages ou de réflexions de terrain. Donc, je propose à Vincent Rosier, qui est infirmier dans un établissement. Vincent, tu as beaucoup participé. Peut-être tu peux intervenir. Et puis ensuite, M. Joanneau, en tant que directeur de maison de retraite, également. Comme ça nous donne du témoignage de terrain et comment on repart de cette vision citoyenne du terrain et de ces initiatives fortes pour pouvoir reconstruire. Oui. Vincent ? Oui, bonjour. Donc oui, je m'appelle Vincent Roselier, donc je suis infirmier coordinateur dans un EHPAD en Seine-Saint-Denis. Et du coup, moi, j'aurais voulu revenir sur la difficulté que nous rencontrons les EHPAD à faire hospitaliser nos résidents. Et comme le disait Monsieur Jaouen, tout particulièrement des patients Alzheimer. Donc, pour ça, j'ai deux questions. Aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un service de médecine générale lambda puisse accueillir des patients Alzheimer avec des troubles du comportement? Comment voulez-vous aujourd'hui qu'un service de médecine générale puisse accueillir des résidents grabataires, GIR 1, GIR 2, à qui il faut donner à manger quand les soignants sont en sous-effectif? Ça, c'était une de mes propositions écrites. Aujourd'hui, je vais la réitérer à l'oral. Pour moi, il est primordial d'ouvrir davantage de services gériatriques à l'hôpital avec des locaux adaptés pour accueillir des patients Alzheimer pour qu'ils puissent déambuler. Parce qu'à ce jour, c'est très, très difficile de faire hospitaliser des patients Alzheimer. C'est proche de zéro. Et dans ces services, je pense qu'il est important d'y intégrer des soignants qui sont formés à la gériatrie parce que c'est une spécificité à part entière. Et vraiment, je pense qu'il faut agir vite. Je pense que M. Jaouen en parlerait mieux que moi, mais c'est 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer tous les ans. En 2050, on parle de 4 millions de personnes en perte d'autonomie. Donc, je pense qu'il faut agir maintenant et pas attendre 30 ans et être dans la réaction. Et aussi, juste, je voulais dire un petit mot. J'ai pu voir des commentaires de personnes qui étaient un peu perplexes par rapport à la parole qu'on a donnée aux personnes âgées. Et vraiment, je pense que qu'on a permis aux résidents des EHPAD de pouvoir s'exprimer à travers des gens comme moi sur le terrain à qui on a donné la parole. Et je peux vous garantir que les propositions écrites et les contributions écrites qu'on a pu envoyer aujourd'hui, elles sont diffusées telles quelles. Et vraiment, je vous remercie tous les trois, Serge Guérin, Véronique Suissa et Philippe de Normandie, de nous avoir donné la parole et d'avoir intégré dans ces états généraux des gens du terrain. Et maintenant, j'espère que le gouvernement saura aussi nous entendre parce qu'il faut vraiment que les choses elles changent et qu'elles changent vite. Voilà. Je vous laisse la parole à votre tour. Merci beaucoup. Peut-être que c'est intéressant également d'avoir cette vision également du terrain. Monsieur Joanneau, je vous laisse. Oui, merci. Bonjour à tous. Bernard, tu peux y aller. Oui, c'est bon. Oui, Serge. Merci à vous. Donc moi, c'est une contribution bien modeste, mais j'ai entendu plusieurs choses qui ont fait résonance à ce que très modestement j'ai pu vivre au sein d'un groupe hospitalier de proximité avec clinique. Justement, le professeur Jandel parlait de transversalité. Bon, j'ai essayé de le vivre à ma façon. Et en particulier, alors maintenant c'est devenu non pas une évidence, mais beaucoup plus courant, mais en l'occurrence, un service d'urgence 7/7 et 24/24, totalement orienté sur les personnes âgées d'un territoire, le territoire 4 dans le Morbihan en l'occurrence. Et je me suis rendu compte qu'en impliquant tous les différents acteurs, la confiance était là, la connaissance et la compétence étaient véritablement là, et nous avions justement traité ce qui apparaissait comme étant le plus difficile, c'est-à-dire d'identifier les personnes, comme le disait tout à l'heure le professeur Jandel, que l'on n'arrive pas véritablement à connaître, à identifier comme ayant tel ou tel souci. Après, puisque nous sommes contraints par le temps et c'est normal, moi je vais vous parler de vraiment l'expérience concernant les bénévoles. Aujourd'hui, ces bénévoles, ils ont un rôle majeur, déterminant, pour plein de raisons. Alors, ils ont à la fois un rôle qui est défini, si je puis dire, de façon assez hétéroclite selon les régions, les établissements et les personnes qui dirigent ces établissements. Ils accompagnent, ils font visite et compagnie, assistance et conseils, etc. Ils dépendent en fait de la personne, de l'animateur ou de l'animatrice de l'établissement, enfin de la partie animation. Il faut savoir qu'en France, la moyenne, c'est un animateur ou une animatrice pour 71 résidents, et ces bénévoles, 6 sur 10 ont plus de 70 ans. Et ils ont en fait un statut qui est très hétéroclite parce que ils dépendent de l'établissement, donc ça repose sur une charte, une convention en quelque sorte, et à la différence de ce que j'ai pu vivre, alors
le mot est probablement connu par vous, mais ce qu'on appelle ce qu'on appelait la CRUC-PC, donc la représentation des patients et des familles au sein du sanitaire et même du CVS, hein, donc au sein du médico-social, où là véritablement il y avait un dispositif de formation, hein, et de reconnaissance de la part de ces personnes qui s'investissaient. Or, il faut savoir aujourd'hui que 25% simplement des bénévoles en établissement font de la formation. Voilà. Et puis, on s'aperçoit que dans le cadre que nous venons de vivre, effectivement, alors on peut effectivement évoquer toutes les solutions techniques comme celles que nous utilisons aujourd'hui, etc., mais rien ne remplace véritablement cette présence humaine. Or, on demande beaucoup trop au personnel soignant, qui a son rôle propre, en quelque sorte, de passer du temps qu'ils n'ont pas ou qu'elles n'ont pas auprès de ces personnes, sans compter qu'elles n'ont pas toujours, dire les compétences, c'est presque péjoratif, mais en tous les cas, l'envie, etc., pris par un certain nombre de contraintes. Donc là, j'aimerais j'aimerais, tout du moins, c'est une petite contribution, mais cet aspect bénévole m'apparaît comme fondamental en termes de statut largement reconnu. Merci beaucoup, Bernard. Donc, Serge, je vais te laisser la parole parce que je pense que l'idée, c'est d'ouvrir un peu le débat. Donc, je te laisse prendre la main et animer. D'accord, merci beaucoup. Et je crois que c'était important aussi que Bernard Joanneau, qui est un retraité aujourd'hui, qui a eu une vie incroyable, nous parle du bénévolat, parce que c'est un des éléments qui revient. On l'a beaucoup dit dans les débats sur on interdit aux gens de plus de 65 ans de sortir de chez eux, de ne pas oublier que sans les retraités, le tissu associatif en France s'écroule littéralement. Et qu'un paquet de communes aussi, il y a beaucoup d'élus, de maires et autres qui ont largement dépassé les 70 ans et qui font tenir en grande partie, y compris la solidarité communale. Et en ce moment, on en a sacrément besoin. Alors, on va démarrer maintenant un peu à brûle pour point, les questions et tout ça, ce qu'on a appelé pompeusement un débat citoyen. On est 100, on va voir que c'est un petit peu compliqué. On a beaucoup parlé des maisons de retraite. Faut pas oublier aussi que la majorité des personnes vivent à domicile. Et que donc, et pour certaines d'ailleurs, Joël Jaouen en a parlé tout à l'heure, il y a des gens dont on ne sait pas dans quelle situation ils sont aujourd'hui, qui sont extrêmement isolés. Beaucoup de services à domicile essayent de faire le job par téléphone, en envoyant quand même des personnes. On a Daphna Mouchnik avec nous et je sais qu'elle est au taquet sur ces questions-là jour par jour. Et peut-être juste d'ailleurs en quelques mots, Daphna a participé depuis le début à cette aventure, juste de dire un petit peu, elle a porté d'ailleurs une proposition, je trouvais très très intéressante, un peu de fédérer tout ça. Et en une demi-minute, Daphna, si tu pouvais lancer sur cette question, parce que j'aimerais bien qu'on ouvre aussi à toutes les personnes qui vivent à domicile. Alors, en une demi-minute, ça va être difficile. En plus, j'ai le cœur serré aujourd'hui des déclarations de notre Premier ministre hier qui a complètement oublié les aides à domicile qui étaient en première ligne. Elles ont été d'un courage et d'une exemplarité inouïe, avec des moyens qui étaient en dessous de tout. Il faut quand même reconnaître qu'on a quand même bien ramé pour pouvoir être au domicile des gens en toute sécurité, pour eux comme pour elles. Elles ont été la digue de l'hôpital. La situation aurait été terrible si elles n'avaient pas été là. Elles ont permis aux gens de vivre le mieux possible cette période de confinement avec un lien humain. Je ne sais plus qui insistait sur cette importance de la présence humaine. Moi, je regrette qu'on ne les ait pas inclus dans la famille, dans la grande famille des soignants, parce qu'elles prennent soin. Et prendre soin, c'est soigner. Voilà. Et donc, effectivement, il y a quelqu'un dans le début de nos échanges qui a dit qu'il fallait arrêter de cliver le médico-social et le sanitaire. Ça, c'est la base, quoi. On va en mourir de ces silos et de ces séparations. Il faut faire en sorte que le soin et le médico-social soient menés ensemble à travers des agents communs, des professionnels communs, et c'est possible. Voilà, donc voilà mon petit cri de ce matin, parce que vraiment je suis très émue que les auxiliaires de vie n'aient pas été salués hier par notre Premier ministre, et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On est là aussi pour ça. Myriam El Khomri devait être avec nous, mais voilà, c'est compliqué en ce moment sur la question justement des emplois. On sait que c'est
aussi pourquoi c'est à sauter des âges et pourquoi c'est la seniorisation, c'est que ça concerne tout le monde, y compris des jeunes. D'ailleurs, dans les propositions, il y avait l'idée d'aller beaucoup plus souvent que des âgés puissent aller dans les collèges, dans les lycées, ainsi de suite. C'est aussi c'est entre autres autour aussi des vocations, des métiers, des emplois qu'il y a dans le secteur. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, remarques à poser? C'est le moment. Alors, super, Vidal. Benoît Péricard. Alors, on va commencer avec Vidal. Après, normalement, on essaye avec les réactions. On peut faire signe, mais on peut le faire aussi directement. Je vais essayer de suivre les choses. Donc, Vidal, si vous voulez bien enlever votre micro. Et puis. Benoît Péricard après. Oui. Je le fais par téléphone, Benoît Péricard. Et d'accord. Et Benoît Péricard après, par la voix de Philippe de Normandie. D'accord. Et Monsieur Cyriel aussi qui souhaite intervenir, que je vois faire des signes. Voilà. D'accord. Tout ça. Alors, il y a Jean-Michel un peu plus bas. Enfin, plus bas, ça veut rien dire. Mais pour moi. Alors, Vidal d'abord. Voilà, Vidal, alors c'est moi. Je me présente, Christine Vidal, retraitée et responsable de la commission santé de l'UTR de la Loire. Et ensuite, déléguée au CDCA, dont nous n'avons pas encore parlé, mais je pense que c'est important de parler de cette instance. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Ok. Alors, je voulais parler de la dénomination des EHPAD, qui est totalement discriminatoire et pour laquelle nous avons eu une conversation avec Dominique et Serge Guérin tout à l'heure. Le terme de maison de retraite est tout à fait approprié. Je voulais vous parler de la reconnaissance des métiers, tel que l'a évoqué tout à l'heure mon collègue infirmier en gériatrie. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un diplôme d'université en soins infirmiers pour les personnes âgées et grâce à ce diplôme, j'ai pu revendiquer cette spécialisation auprès de notre syndicat, mais ce n'était pas encore le moment, donc ça date quand même de 20 ans. Et aujourd'hui, avec le Covid, on voit que c'est une chose importante, donc je ne peux que m'en réjouir. D'autre part, je voulais parler de la reconnaissance d'un ministère, de la reconnaissance des personnes âgées par l'arrivée d'un ministère, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avions Michel Delaunay, et ensuite nous avions eu d'autres ministres en charge de cette question. C'est important pour nous que cette question soit reconnue par l'arrivée d'un ministère concernant les personnes âgées. Et ensuite, je voulais finir par l'avis d'Adeline Hazan qui nous intéresserait pour ce que nous venons de vivre en termes éthiques avec la disparition de nos aînés dans les établissements pour personnes âgées, qui a été vraiment un désastre humain, pour ne pas dire humanitaire, de séparation non seulement des familles, mais des proches. Donc voilà, ce sont quelques thèmes que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup à vous. Alors, avant d'écouter Jean-Michel, Philippe, tu avais au téléphone… Benoît, je te laisse la parole, tu peux parler, Benoît. Oui, merci. Merci d'avoir organisé avec autant de succès ces états généraux citoyens. Je suis assez ému moi-même parce que je dois rentrer de confinement demain pour placer ma belle-maman en EHPAD lundi matin. Donc, je suis, en plus de mes attachements professionnels, je suis très impliqué personnellement dans les minutes qui vont venir. Mais je voudrais dire deux choses. D'abord, je voudrais dire que la personne qui a parlé tout à l'heure à propos des assistantes à domicile, je comprends totalement et dans les états généraux, quand on lit le rapport, cette scission entre le médico-social et le social et le sanitaire pour lequel je me bats pour moi depuis 25 ans, il faut qu'on en fasse vraiment une priorité. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit en mettant un secrétaire d'État spécialement sur les personnes âgées qu'on atteint cet objectif, mais enfin, ça fait rien. Il faut qu'on y arrive à cet objectif parce que, effectivement, tout le monde fait partie de la famille des soins. Je voudrais juste dire que moi, j'ai découvert depuis 5 ans quelque chose de nouveau que je connaissais, mais qui est renouveau. C'est le placement familial, qui est une alternative intelligente, et aujourd'hui reprise y compris par des jeunes start-up. Il faut voir des jeunes qui s'intéressent à ce secteur. Je trouve ça très rafraîchissant, il y a des initiatives extrêmement intelligentes dans ce domaine et qui rénovent véritablement tout un champ de l'action sociale, de l'action médico-sociale qu'on n'a pas l'habitude
et qu'on a l'habitude de voir un petit peu poussiéreux. Et ça fait plaisir de voir des secteurs qui aujourd'hui sont rénovés et portent l'avenir. Merci. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Alors, on va faire ça aussi comme ça parce qu'il y a des appels. Alors là, par exemple, la députée Firmin Lebaudot me dit « mais je peux pas rentrer ». Je dis « bah oui, victime du succès ». Et voilà, donc on a vraiment… Enfin, c'est un peu complexe, mais en même temps, c'est mieux que si nous étions 4. Hein, donc, il faut aussi voir les choses de cette manière-là. Alors, Jean-Michel voulait parler. Ensuite, je repasserai au téléphone parce que y a Gilles Berru qui est toujours avec nous et qui voulait dire ce que je peux dire. Voilà. Donc, sur un temps très court. Mais Jean-Michel et ensuite, après Jean-Michel, qui souhaitait parler dans le collectif? Il y a Cyriel, Monsieur Cyriel qui essaye désespérément aussi à un moment donné. Okay. Je vous ai vu. D'accord, merci beaucoup. Après, je note. Alors, à Jean-Michel d'abord. Bonjour, je suis représentant du coordinateur du collectif Bien Vieillir à Dunkerque. Notre objectif, c'est effectivement d'exprimer la parole des aînés auprès des élus et de réussir à ce que la transition démographique soit prise en compte. Donc, tous les thèmes qui ont été abordés sont les thèmes sur lesquels nous essayons de sensibiliser et militer. J'ai néanmoins une interrogation, c'est qu'on ne parle pas du tout des résidences-services, et notamment de celles qui sont dans le secteur libéral, Domitis, Sénorial, qui prennent de plus en plus d'importance au niveau des élus, qui en général ne créent plus d'institutions, mais assurent la promotion de ce type de structure. Est-ce que vous avez des informations sur la situation des personnes âgées aujourd'hui dans ces structures? Alors, je vais prendre la parole une demi-seconde là-dessus. Oui, moi je suis en lien par exemple avec les seigneuriales et globalement ça c'est plus, enfin, de ce que j'en sais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas et ainsi de suite, et je ne suis pas vérificateur de quoi que ce soit, hein, mais en tout cas il y a eu une organisation plutôt, j'ai pas mal d'anciens étudiants en plus qui y sont, il y a une organisation qui a l'air d'avoir plutôt tenu. Avec des systèmes, évidemment les gens sont dans une situation meilleure, on va dire, mais qui aurait plutôt bien tenu, avec une organisation d'ailleurs même entre eux autour de la question des masques. Ils se sont auto-organisés pour en faire eux-mêmes et puis pour s'organiser avec des secteurs dans le coin pour en avoir, puisque là aussi, il y a eu cette histoire de masques a aussi été extrêmement lourde. Dans ce secteur-là. Mais dans les personnes qui sont présentes, peut-être y a-t-il d'autres personnes qui connaissent bien ce sujet? Bon. Alors sinon, merci, on le note. Alors, yes. Enfin, juste pour dire qu'on avait bien prévu dans toute cette variété d'activités, bien évidemment, vous avez tout à fait raison, ça fait partie de la variété des offres sur lesquelles il y a une vraie réflexion de ce continuum de propositions que l'on prêche et que l'on porte. On est en effet dans cette, encore une fois, c'est la vie de la personne, la vie des âges, et qu'elle soit chez elle, qu'elle soit dans des formes différentes d'habitat intergénérationnel. Il y a avec nous dans le collectif Mario Baston, qui est donc Alliance Logement et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est aussi sur la question des HLM, sur la question des retraités populaires et autres, des modes de vie, là aussi. Et donc, il y a là aussi toute une série de choses à faire, avec le lien, évidemment, avec les services à la personne. Alors, je vais demander à Gilles Berru, on va tenter, Philippe l'a très bien fait, je vais voir si je suis au même niveau. Et donc, Gilles, est-ce que tu veux bien donc intervenir très rapidement à travers donc mon téléphone? Oui, merci beaucoup, Serge, de me permettre d'intervenir. Je voulais dire que les états généraux dans notre histoire, c'est souvent un débat citoyen qui mène à la loi, et que cet état général a du sens s'il doit s'inscrire dans une réécriture de la loi grand âge et autonomie. Et à ce sujet-là, il y a beaucoup de problèmes structuraux qui sont venus d'une gouvernance bicéphalique entre l'agence régionale de santé d'une part et le conseil départemental qui n'étaient pas en dialogue. Et il y a eu des insuffisances de gestion qui ne se sont pas arrêtées simplement au masque, mais à beaucoup d'autres aspects. Je ne serai pas trop long. Et donc, il faut vraiment inscrire cette réforme de la gouvernance dans la loi. C'est tout.
Merci beaucoup, Gilles. Ça fait en effet partie. Il y a eu beaucoup de contributions. Encore une fois, la question, c'est pas un rapport au sens où il y a quelqu'un qui, à la fin, fait la synthèse. C'est aussi des voix, des regards croisés. C'est le terme qu'on a utilisé. Et on peut avoir des voix discordantes. Il s'agit aussi de porter des débats très forts, et y compris sur lesquels on n'est pas nécessairement tous à être d'accord. C'était ça aussi toute la richesse. Alors, Cyrielle, qui depuis longtemps veut parler, à vous. Bonjour. Merci beaucoup, Cyril. Pas Cyrielle, mais c'est pas grave. Pilote Maya est délégué général d'une association qui vient d'être créée pour promouvoir l'intégration entre le sanitaire et le social, notamment dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées. Je travaille avec Joël Jaouen depuis très longtemps et avec Dominique Somme sur les politiques intégratives depuis plus de 10 ans. Et j'aimerais vraiment participer et travailler avec vous sur une chose qui sont les freins qui ont été identifiés depuis des années à la difficulté de mettre en place une vraie politique intégrative en France. On a clairement l'ensemble des ressources que nous avons aujourd'hui permettrait de répondre aux besoins sur des territoires donnés, des personnes âgées, telles qu'on peut les identifier. Mais on ne fait pas deux choses, l'évaluation des besoins multidimensionnels, systématisés et correctement organisés, et on ne gère les ressources qu'à l'aune des ressources et pas à l'aune de ces besoins. D'autre part, on a identifié un frein majeur, et le professeur Beru vient de le dire, les conseils départementaux et les agences régionales de santé sur les départements travaillent de manière bicéphale et non intégrée. Donc aujourd'hui, évidemment, la loi de transformation du système de santé a amené des progrès éventuels de coordination, d'amélioration des coordinations des repérages, mais la loi grand âge et autonomie, si elle ne met pas, enfin si elle n'est pas faite de manière cohérente avec ces avancées-là, risque encore de recloisonner là où on avait réussi à décloisonner un petit peu. Et dernière chose, je fais de l'éthique à pratique et pragmatique avec Emmanuel Hirsch depuis des années. Et là aussi, on a beaucoup de freins à apporter des ressources éthiques sur les territoires, aux gens du domicile notamment, qui en ont besoin, des ressources de réflexion, des méthodos pour pouvoir organiser des réflexions. Et un autre exemple, promouvoir le fait que les personnes âgées soient présentes à toutes les réunions de concertation où sont prises des décisions qui les concernent. C'est une petite chose très simple, un petit détail, mais sur lequel il y a énormément de travail à faire. Donc vraiment, merci à vous et j'espère que je pourrai participer activement aux travaux qui vont suivre. Merci beaucoup. Alors, il y a Claude qui voulait rajouter un mot, je crois. Attends, parce que il y a du coup sur cette question-là, nous a rejoint Béatrice Noëllec, donc j'aimerais bien qu'elle puisse justement réagir sur cette question du cloisonnement. Je crois que ça serait assez intéressant. Alors je ne sais pas où elle est dans la mosaïque. Voilà, la voilà. Je suis là, Serge. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis désolée, je n'arrivais pas à me connecter. Oui, nous avons 300 personnes. D'accord, tout ça est sous contrôle. D'accord, très bien. donc j'arrive juste. Alors, je n'ai pas suivi les débats auparavant et je m'en excuse. Peut-être un mot pour dire qu'effectivement, si on devait tirer des enseignements de cette crise qui n'est pas finie, c'est que ça nous a obligés collectivement à sortir de nos zones de confort, si j'ose dire. C'est sans doute une des rares leçons positives de cette séquence si éprouvante. Et les acteurs de santé, moi je m'occupe des relations institutionnelles à la Fédération de l'hospitalisation privée, et on a tous été amenés, mus par l'urgence, mus par la nécessité, à déployer des ressources, des process, des pratiques dans des délais extrêmement brefs qui finalement nous ont obligés collectivement à sortir des cadres. Quand effectivement on organise presque ex nihilo des LIDREA en moins de 48 heures, quand on organise un partage solidaire, y compris entre le public et le privé, des ressources humaines ou des ressources matérielles entre des régions, quand on essaye même sous la vague de préserver l'humanité de la relation entre le soignant et le soigné, je pense que là on a eu une espèce finalement de condenser de vie et d'innovation à la fois relationnelle, organisationnelle, technologique, etc., qu'il ne faut pas laisser perdre parce qu'on a la mémoire courte. Heureusement, on a de la résilience, c'est la bonne nouvelle, mais il faut aussi garder cette chose vraiment comme un legs pour préparer demain. Et sur ce que vous disiez effectivement sur la gouvernance, il y a eu une vraie coopération qui s'est mise en place et ça a été souligné par tous les acteurs après des débuts laborieux.
parce que c'est dur de sortir des cadres, c'est difficile parfois les vieux réflexes un peu corporatistes ou statutaires peuvent revenir au galop, mais il y a une vraie coopération entre les acteurs publics et privés dans cette crise, où finalement les considérations de statut ont un peu cédé le pas par rapport aux missions de service public. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui doit être pérennisé pour avoir de l'intelligence collective là-dessus. Et sur le sujet, effectivement, la prise en charge des seniors, comme disait Gilles, que je salue, que je suis ravie d'entendre à l'instant, effectivement, on a quand même encore des choses qui fonctionnent beaucoup selon des logiques de silos, et il faut que ça évolue sur un certain nombre de sujets. Je pense que vous en avez parlé, effectivement, mais il y a beaucoup d'enjeux qui méritent d'être investis et sur lesquels le public et le privé peuvent aussi travailler ensemble. Je pense évidemment aux enjeux de la prévention. Je pense à un sujet qui était cher, Serge, c'est la valorisation du métier du soin. Comment on amène toute une classe d'âge aujourd'hui, comment on amène les jeunes à réinvestir ces métiers qui aujourd'hui, pour X raisons, sont dévalorisés, comment on redonne du crédit face aux jeunes générations, à nos enfants d'aujourd'hui, pour avoir envie demain d'investir ces métiers du soin. Ça me paraît effectivement fondamental. Redonner aux jeunes générations de l'appétence pour de tels parcours doit être une priorité. Enfin, voilà, on voit bien qu'il s'est passé là des choses absolument incroyables qu'il ne faut pas les laisser perdre. Voilà, ce serait un petit peu, s'il fallait résumer en une phrase, ce que je voulais exprimer ce matin. Merci beaucoup. Alors, si on reste d'ailleurs dans cette thématique, alors je crois qu'il y avait Olivier Peraldi qui voulait parler. Ensuite, j'aimerais bien Benoît Rouag et Éric Sanchez. On avait justement échangé il y a très peu de temps sur les enjeux de formation, parce qu'on est bien d'accord. Je suis prof par ailleurs, je dirige un master, mais on s'était dit que des bacs moins quelque chose au bac plus quelque chose, il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur ces questions-là. Et on sait bien, Daphna et bien d'autres qui sont directement dans le secteur savent combien c'est compliqué de recruter en ce moment. Et là, dans la période, évidemment, ça posera aussi de nouveaux problèmes. Alors peut-être, Olivier Peraldi souhaitait prendre la parole. Oui, merci Serge. Très vite, c'est juste pour souligner un point. D'abord, l'importance de cette initiative que tu mènes, parce que au fond, quand on regarde la consultation aujourd'hui de France Stratégie sur l'après-crise ou le monde de demain, on s'aperçoit qu'il y a bien il y a bien un questionnement en fait sur les métiers invisibles devenus visibles, si on peut dire. Mais en revanche, il n'y a rien sur l'intergénérationnel. On en sait quelque chose, puisque nous, à l'Institut Chiffres et Citoyenneté, on est en train de préparer la réponse à France Stratégie, et ça fait partie de l'un des points qui nous semble important de souligner, et donc effectivement réintroduire dans la réflexion la question de la place des aînés et de la liaison, du lien entre les différentes générations nous semble absolument important. C'est la proposition que tu nous fais et on y adhère totalement. Une dernière remarque, on voit aujourd'hui l'impact d'un Ondam qui peut-être, maintenant on disait, mais maintenant on en voit le résultat, qui peut-être a été un petit peu trop serré ces dernières années, depuis 10 ans. Et la question qui est posée, pour nous en tout cas, c'est quid de l'Ondam? Va-t-il augmenter ou pas? Sous quels critères? Et quelle sera la place, en fait, de tout ce qui vient d'être dit, notamment sur la coordination, sur la transversalité, etc., de nos différents métiers. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup Olivier. Alors, j'avais repéré qu'Éric Sanchez voulait prendre la parole, Benoît Rouag peut-être. Prévenez-moi pour les autres, j'ai du mal je regarde toutes les petites vignettes en même temps. Sinon, faites signe par réaction, mais je n'arrive pas toujours à tout suivre. J'ai Jean-Pascal Chirad du Club de l'Amélioration de l'Habitat aussi. D'accord. Alors, allons-y. Éric Sanchez. Oui, merci Serge. Bonjour à tout le monde. Écoutez, d'abord, merci pour cette belle aventure humaine extrêmement plurielle et très diverse. Moi, j'apprécie beaucoup en tant que G2R La Mondiale de pouvoir contribuer
à aider quelque part modestement, mais quand même par rapport à notre connaissance de 5 millions de retraités, c'est quand même pas rien dans cette ardente obligation de s'en occuper du mieux qu'on puisse. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai écouté avec énormément d'attention tout ce que vous avez dit. C'est des sujets sur lesquels, dans nos politiques d'action sociale, on intervient très régulièrement. Quelques mots rapidement sur le bénévolat. Nous avons une 50aine d'associations de retraités sur tout le territoire. Effectivement, cette participation sociale des aînés, elle est très précieuse. Elle est très précieuse pour nous, pour tisser des liens partout, que ce soit en EHPAD, que ce soit à domicile. Et on voit bien que c'est très précieux dans ces temps un peu compliqués. On a monté, nous, des Facebook Live très rapidement avec l'ensemble de ces 50 associations qui, tels des petits cailloux, ont essaimé parmi tous leurs adhérents de leur localité les plus proches pour continuer d'abord à garder ce lien, continuer à garder un petit peu cette flamme et cette envie de pouvoir rester et être un peu résilient maintenant et après. Donc ça, c'est très, très précieux. Et par contre, ça donne aussi un regard très valorisant sur le bénévolat. C'est un monsieur qui en parlait tout à l'heure et il a raison parce que quand on est utile et quand on sent qu'on fait du bien, ben on s'en fait à soi-même aussi. Donc c'est vraiment, Serge, ce que je disais tout à l'heure, cette question de la place des vieux, mais moi je le dis très affectueusement dans la société, est très importante, mais les vieux parmi les autres, pas les vieux comme un segment de la société, pas les jeunes comme un segment, pas les quartiers comme un segment, voilà, c'est simplement, mais là c'est un vrai vivre ensemble. Et c'est moins des solutions nouvelles que des solutions réelles. Et je trouve que là, votre contribution aux trois mousquetaires là, que vous êtes, là, Philippe, Véronique et toi, c'est vraiment cette idée de travailler aussi sur des choses qui ont émergé parce que nos concitoyens ont fait preuve de très grande ingéniosité. On l'a vu, moi j'ai continué à animer, par passion, des ateliers pour les aidants Alzheimer et pour les personnes Alzheimer à domicile pour des approches non médicamenteuses. Et je fais le lien avec ce que disait Véronique et ce que vous avez porté, Serge et Philippe, sur ces approches complémentaires. C'est très précieux. Je rappelle juste que Juvénal, qui est quand même un ancien philosophe, disait « La nature ne peut avoir un langage et la sagesse un autre ». Et je trouve qu'il est extrêmement important, on a eu à différents moments d'autres débats plus philosophiques ou plus éthiques, de se rapprocher de ces questions-là, comment on redonne du sens et comment dans ces parcours de vie au quotidien, on facilite le quotidien des personnes, parce qu'on a tous envie d'être comme on est, mais bien, dignement, dans des habitats pluriels. Je crois que c'est Jean-Philippe Arnoux qui en parlait tout à l'heure, il a raison, on est vraiment dans des habitats qui doivent trouver une palette. On n'est pas tous faits du même moule. Il y a certains qui aiment le collectif, certains qui aiment être à domicile. Par contre, dans les métiers, et ça, Serge, c'est le chemin sur lequel tu voulais m'inviter à cheminer avec toi, cette question de l'accompagnement à domicile, au-delà aujourd'hui de ce qui se fait pour donner du sens, de la valorisation à ces métiers, nous, on est en train de réfléchir sur un accompagnement qui soit pluriel, polyvalent et qui donne aux personnes à domicile toutes les capacités d'être accompagnées vraiment. Et on l'a vu là sur cette fracture numérique, c'est pas simplement donner des tablettes aux gens, on a besoin de les accompagner sur le choix, on a besoin de les accompagner pour arriver à maîtriser ces outils, comme on a besoin de les accompagner à domicile sur un coaching de la santé, de la nutrition, mais au-delà même du lien social propre à leur difficulté à domicile. Et on a vu que c'est un champ qui n'est pas aujourd'hui tellement abordé, et la dame avait raison tout à l'heure de dire que les aides à domicile n'avaient pas été mises en valeur. C'est dommage parce que c'est ce lien-là qui fait sens dans notre communauté d'humains. Et je trouve que nous, et moi je suis très très engagé dans la Gisela mondiale pour travailler avec différents acteurs que vous êtes, pour pousser tous ces sujets et pousser les sujets de la prévention, pousser les sujets du lien, de l'inclusion, et pour être cet autre demain plus vieux, mais dignement. Merci beaucoup, Eric. Alors, à propos d'habitat, de logement, Jean-Pascal Chira avait levé la main, entre guillemets. Donc, à toi de Merci. Merci, Serge. Oui, donc Jean-Pascal Chira, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat, une association qui, depuis maintenant à peu près une trentaine d'années, travaille sur les questions d'adaptation de l'habitat privé. Donc, les 25 millions de logements, 30 millions de logements qui nous abritent. Nous avons créé un think tank qui s'appelle le confort de vie pour tous et nous avons tenu un certain nombre de manifestations. Serge d'ailleurs est intervenu à côté de nous et dans nos ouvrages. Et en fait ici je veux sensibiliser sur la question de la prévention de l'adaptation de l'habitat.
pour permettre aux gens de vivre plus longtemps chez eux, pour permettre d'éviter ou de réduire les risques d'accidents domestiques par les chutes, etc. La prévention de l'habitat, c'est un certain nombre de démarches qui permettent justement d'adapter, de concevoir des évolutions de l'habitat, d'une certaine flexibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce marché, c'est surtout un marché d'action curative. On répare des logements quand il y a eu un accident, alors qu'il y a un énorme potentiel d'évolution de l'adaptation. Voilà, donc ça passe par de la sensibilisation, de l'information, par du diagnostic, par de la transmission d'informations les uns les autres, et par, on l'a dit, et Jean-Philippe Arnoux l'a précisé tout à l'heure, par également un croisement des différentes actions qui sont menées en faveur de l'habitat. Et souvent, on peut embarquer d'ailleurs, au moment où on fait une rénovation énergétique, on peut embarquer des sujets ayant trait à l'amélioration de la vie dans l'habitat, au maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, c'est juste un point de sensibilisation, on pourra y revenir, et puisque nous allons continuer à produire de l'information sur ces sujets. Merci Serge. Merci beaucoup. Encore une fois, on a essayé d'avoir cette seniorisation de la société, elle est justement globale. La question de l'habitat, il est absolument majeure. La question des territoires est absolument majeure. La question évidemment de la santé, la question des aidants, on en reparlera. Il y a avec nous l'Association française des aidants. Enfin, toutes les questions sont majeures, mais d'une certaine manière, tout ça se renvoie à la vie quotidienne. C'est un peu ça notre démarche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions, demandes d'intervention? Dominique Cotineau, je vois lever le doigt. Vas-y, le temps que je retrouve. Voilà. Très bien, merci Serge. C'est pour rebondir sur les propos de Jean-Pascal autour du sujet du logement qui est à mon sens essentiel, et avec un terme qui complète le propos, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui un couple de 30 ans achète un logement, ce logement, on le veut prêt énergétiquement pour l'horizon 2050. Et ce couple de 30 ans, il aura 60 ans en 2050 et il aura 70 ans en 2070. Donc, c'est véritablement l'anticipation et quelque part la généralisation de l'anticipation d'équipements, de dispositions dans les logements qui vont permettre d'avoir ce confort de vie tout au long de l'existence, et puis également sur les mutations, retrouver des équipements qui font sens pour que l'on soit confortable et en sécurité chez soi le plus longtemps possible, et en ouvrant la porte au service. Et d'ailleurs, on a Promotelec a travaillé et a publié une étude fin 2019 qu'on vous remettra, qui prend en compte les objets connectés dans l'habitat, le logement connecté, et avec un lien qui est fait sur les services à la personne et comment aujourd'hui la technologie doit être et peut être en mesure d'amplifier les services à la personne qui sont bien entendu essentiels et complémentaires à tout dans le dispositif. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Pierre-Olivier Lefebvre, là, je vois. Est-ce que d'autres personnes, je vais donner la parole à Pierre-Olivier Lefebvre, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent parler ensuite? Claude Jandel, éventuellement. D'accord. Parce que je voudrais aussi des gens qu'on entend moins. Bon, ouais, Pierre-Olivier Lefebvre, ensuite Claude Jandel. Guy Baudet, si c'est possible tout à l'heure. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Alors désolé, j'ai perdu la connexion et je vous ai retrouvé qu'il y a 5 minutes, donc je suis un petit peu déconnecté chez les connectés, voilà. Bonjour à chacun de ceux que je connais, et aux autres évidemment aussi. En entendant les débats que j'ai, mon inquiétude, elle est peut-être que chacun voudrait dire mon sujet est important. Et la question du territoire, en fait, c'est pas d'opposer un sujet à un autre, c'est de permettre que il y ait une forme d'harmonie, une forme de petits trains avec des wagons qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui font que ça circule comme il faut. Et je pense que si on veut vraiment recréer une société autrement, moi je crois pas au monde nouveau, mais par contre je crois peut-être au monde autrement qui se fait à partir de ce qu'on repère. Et faut être vigilant à pas se dire le logement est plus important qu'autre chose ou le social est plus important qu'autre chose, mais de regarder comment tout ça s'articule. Et je pense vraiment que c'est le rôle du territoire, de penser dans la durée, de penser pour agir, de gérer autant le quotidien que le lendemain. Et moi, ce que me fait vivre en fait cette période, c'est, je dirais, une forme de déséquilibre entre le présentiel et le distanciel.
Et je pense qu'il faudra qu'on reste vigilant, hein. J'ai entendu tout de suite Romain qui disait le but c'est pas juste de distribuer des tablettes. Ça peut être un vrai risque de remplacer le lien social et le rôle social direct avec les gens par une forme de satisfaction tranquille, de dire mais regardez, en fait on est connecté, on a expliqué aux gens, ils sont tous branchés, et d'insister sur celui qui s'en sort mieux que les autres pour dire à chacun qui peut le faire. Donc ça c'est vraiment, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les relations numériques et les relations humaines, et qu'aujourd'hui il n'est pas trouvé. Cette question d'anticipation, en fait je doute. Je doute parce que est-ce que chacun d'entre nous se voit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et il y a 2 mois, on ne se voyait pas confiné pendant autant de temps. Et donc, je crois que c'est d'abord une introspection individuelle qu'on doit avoir pour se dire est-ce qu'on est capable en fait, d'évoluer sur cette anticipation. Moi, je connais le logement de Serge, il n'est pas du tout adapté à son évolution dans l'âge. Et donc ça pose non mais voilà, ça c'est une réalité. Donc on a envie de faire des injonctions pour les gens qu'on accompagne, et en même temps on dit il faut donner la parole aux plus âgés. C'est un très lent cheminement, voilà. Et donc ça pose des questions qui sont territoriales dans le sens du plus petit, je dirais du pas de porte jusqu'à la métropole. Et pour que ça fonctionne, faut accepter en fait que on évolue sur le regard qu'on a sur l'avancée en âge. Alors on est quelques-uns à le dire depuis très longtemps, mais moi j'entends encore beaucoup de collègues dans les territoires qui me disent comment vous êtes petits vieux. Donc il y a du chemin, voilà, il y a du chemin à faire. Alors, du coup, j'en profite aussi pour dire que il y a le chat à côté. Alors, je ne suis pas tout parce que c'est un peu complexe, mais il y a aussi un débat aussi qui se poursuit sur le chat. Et alors, on peut pas tout reprendre, mais par exemple, Garcia disait, faudrait pas oublier le coût et qu'il y a quand même une histoire d'argent dans tout ça. Et on est bien d'accord, faut pas aussi oublier ces éléments financiers, même si nous, dans la démarche qu'on a eue, on était moins là-dessus. Alors, est-ce que Oui, je veux bien m'exprimer, Muriel Garcia, si je peux prendre la parole. Donc moi, je vous donne un feedback en tant qu'aidante familiale par rapport à une hospitalisation à domicile sur une durée de 10 ans et un séjour en EHPAD sur une durée de 9 ans. Et ce qui me frappe et qui me sidère et me consterne, c'est que la situation que l'on vit aujourd'hui, où il y a quand même 9500 morts annoncés en EHPAD, elle était prévisible et que les familles et les aidants, quand elles essayent de faire un dialogue et qu'elles essayent de construire quelque chose d'à peu près simple et efficace dans son environnement, petite cellule familiale, c'est très compliqué. Donc, je mesure l'ampleur de tout ce qui reste à faire et l'enjeu des enjeux pour moi aujourd'hui, c'est de passer à l'action. C'est vraiment de passer à l'action. C'est pour ça que je salue ce mouvement qui est en train de se dessiner, parce que ça sera la parole des citoyens qui sont confrontés à des situations extrêmement difficiles et cruciales, qui peut-être feront avancer plus vite les choses. Parce que le problème de coût, le coût d'un EHPAD, c'est en moyenne, c'est 2500 €. La majorité de la population n'a pas les moyens de se mettre en EHPAD et d'assurer sa survie dedans. Et puis après, il y a un côté déshumain qui est quand même énorme. Et donc, je n'ose pas imaginer ce qui a pu se passer dans ce contexte actuel, compte tenu de ce que j'ai déjà vécu dans une situation normale. Vous voyez ? Merci beaucoup. Alors là aussi, hein, attention à pas sombrer non plus dans la caricature. Il s'est passé aussi, je vois Vincent Roselier par exemple, il y en a plein d'autres. Il y a des groupes associatifs de maisons de retraite, il y a des groupes privés, il y a tout ça. Il y a aussi des choses formidables qui se sont faites dans les contributeurs. Je pense à Pascal Maldonian par exemple, qui dirige un tout petit groupe, un groupe associatif. On pourrait aussi en parler. Donc soyons. Et alors le professeur Jandel voulait intervenir. Oui, très brièvement et dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, il y a 2 choses à souligner quand même. C'est qu'il y a un des blocages, un des obstacles au déploiement de la politique de parcours, c'est justement le cloisonnement des tarifs.
Donc, on ne pourra pas concevoir sur du long terme une politique de parcours satisfaisante, du repérage des premiers stigmates de la perte d'autonomie jusqu'à la perte d'autonomie beaucoup plus aggravée, sans qu'il y ait une réflexion sur le financement, mais pas uniquement l'ONDAM, la manière de répartir les enveloppes dans les différents segments. Et il faut impérativement être capable de parvenir à un financement au parcours de santé, au parcours de vie, voire, ça en sera encore mieux, de manière à ce que cet obstacle-là ne vienne pas créer d'injonctions paradoxales. Je rappelle qu'en établissement médico-social, plus vous êtes dépendant, plus ça rapporte à l'établissement. Ce n'est donc pas du tout un levier pour faire de la prévention de la perte d'autonomie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut donner leur chance aux dispositifs qui fonctionnent. On a tendance quand même très souvent et trop souvent à déconstruire ce qui est déjà satisfaisant. Je m'appuie sur les propos notamment des pilotes Maya. Vous ne le savez probablement pas, mais la politique Maya est en grande difficulté aujourd'hui en France. On est en train de la déconstruire, alors qu'en fait, c'est cette politique d'intégration qui est pourtant le modèle le plus rompu à la tâche du décloisonnement. Et enfin, pour terminer sur le sujet des EHPAD, il est impératif de réviser l'organisation médicale et soignante au sein des établissements médico-sociaux, dont les EHPAD, parce que la crise nous l'a montré, c'est par cette fragilité-là qu'on aboutit à cette situation assez dramatique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a déjà, il est 12h25. J'ai vu qu'il y avait encore Daphna Mouchnik qui voulait intervenir. Alors, il y a Vasquel Meldonian qui voudrait intervenir et Patrice Lassalle aussi. Alors, Patrice voilà. Lassalle voulait intervenir également. J'ai vu Goran Porovic, j'ai vu que Claudie Jaril, la Croix-Rouge, nous avait rejoint. On va essayer de ne pas durer trop longtemps encore. Bon, vous voyez, le Zoom a dépassé l'heure, donc de ce point de vue-là, tout va bien. En revanche, alors allons-y. Daphna Mouchnik, Vasquel Meldonian, Goran Torodovic. Oui, alors quand on parlait aussi de décloisonnement, et ça va dans le sens de tout ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, on peut repenser une tarification globale avec des financements de soins et des départements qui permettraient d'arriver à ce qu'on propose, à ce qu'on porte, sans que ça… Bien sûr que ça va coûter plus cher parce que là, on peut pas faire moins cher que ce qu'on nous permet de fonctionner, mais sans que ce soit complètement délirant. À mon avis, il y a des enveloppes à redistribuer autrement pour que ce soit pas un énorme surcoût. Et aussi, rappeler que la technologie, il y avait un monsieur qui parlait, excusez-moi, je me rappelle plus des noms de tout le monde et qui a dit quoi, mais il y avait un monsieur qui parlait de la technologie. La technologie, il faut absolument pas l'opposer au lien humain. Je pense qu'en fait, ça peut être un formidable auxiliaire des professionnels. Moi, je vois le temps qu'elle nous fait gagner tous les jours en équipant nos professionnels et en les formant à cette utilisation. Elle ne remplacera pas le lien humain. Je ne me sens pas menacée par la technologie. Par contre, elle va faire de nos professionnels de super professionnels qui ne nous prendront pas les informations, qui communiqueront mieux, qui anticiperont plus, les objets connectés, qui nous alerteront sur les températures des domiciles, etc., etc. Donc, voilà, c'est vraiment ces deux axes-là, décloisonnement et techno. Bien sûr, la formation, mais du coup, il faut qu'on forme nos personnels à utiliser tout ça. Bon, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je peux. Oui. Alors, on va essayer. Donc, Vasquel Meldonian voulait prendre la parole, puis Goran Torodovic, et je crois qu'on conclura à peu près après cela. J'aimerais pouvoir intervenir avant la conclusion, si c'est possible. Allez-y. Oui, donc juste pour… Bon. Après Goran ou après ceux que vous avez dit. Allez-y. Non, simplement, bon… moi, je travaille sur la réinclusion des bénéficiaires de RSA avec des départements. Donc, on est sur une forme de public et de communauté qui est en difficulté aussi. Et si vous voulez, alors sans vouloir réintroduire trop d'optimisme dans le débat, parce que parfois il y en a et parfois il n'y en a pas, je pense qu'il y a aujourd'hui un alignement un peu des planètes. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense entre d'un côté les financeurs qui veulent qu'on fasse mieux de leur financement, c'est-à-dire que tout ce qui est inter-enveloppe qui a été évoqué par le professeur Claude Jandel, il y a aujourd'hui des départements qui se posent
vraies questions sur la manière de réallouer avec plus d'efficacité les fonds qu'ils dépensent, sur la façon de relier la technologie au sens des plateformes d'intermédiation entre les accompagnants, les aidants, les différents intervenants et surtout les personnes elles-mêmes, parce que, enfin moi il me semble, vous êtes certainement beaucoup plus sachant que moi sur le sujet, mais il me semble que les personnes, quel que soit le parcours de réinsertion, doivent être d'abord les premiers acteurs de leur parcours. Hein, c'est de leur vie dont on parle. Et voilà, donc je voulais juste te dire qu'on a un certain nombre d'initiatives sur le sujet, et si ça vous intéresse, je peux en reparler avec vous si vous le souhaitez, mais il y a quand même une conjonction entre les financeurs, l'évolution des aidants accompagnants sur l'usage de ces outils. Hein, c'est démographique, voilà, on est tous sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Et donc on profite finalement de la réutilisation à des fins d'amélioration d'un parcours et d'une situation de vie, tout en, enfin, l'efficacité dont parlait la personne juste avant, la Daphna, elle vient, enfin, je sais pas, on travaille aussi sur les SDF, hein, à titre d'information. La problématique qu'on a sur les SDF pour leur retrouver un logement, c'est le silo, l'isolement de chaque acteur, les uns par rapport aux autres. Hein, on travaille avec les maraudeurs, etc. Ben, y a des formes de concurrence qui se créent, il y a des jeux qui se recréent, qui font qu'on ne va pas au bout de la mise en commun d'informations qui pourraient être utiles à la personne elle-même. Voilà, donc je voulais juste dire ça, je suis assez optimiste quand même sur les années qui viennent, sur une meilleure conjonction de l'humain, des technologies et des financeurs. Voilà, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup. Merci. On dit toujours, hein, il y a deux catégories d'imbéciles, les optimistes et les pessimistes. Je crois que là les 60, peut-être pas Pierre-Olivier, mais globalement, on fait plutôt partie des imbéciles optimistes, et que si on l'a fait, c'est aussi par optimisme, en disant il faut tenter des choses. Si on alors je suis content de faire votre connaissance. Voilà, parce que sinon, on fait rien et puis on se dit c'est à cause des autres. À un moment donné, c'est aussi à cause de nous, je dirais, et on est co-responsable de cette démocratie. On est co-responsable de ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Donc on est, je crois, totalement en phase. Alors on va donc, il y a Pascal Meldonian qui va parler, Goran Todorovic qui terminera. Béatrice. Je suis juste un optimiste prudent. Mais je suis optimiste. Merci. Attends. S'il vous plaît, on essaye de pas, parce que jusqu'à présent, ça a été plutôt bien géré. Alors, peut-être d'abord, Monsieur Goran, parce que Meldonian n'arrive pas à se connecter. D'accord. Alors, vas-y, allez-y. Très bien, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, très bien. Serge, déjà, ils savent que Serge est le premier optimiste parmi nous tous. Donc, merci de nous donner ces leaderships. Rapidement, juste pour intervenir, car j'ai eu de la chance pour assister il y a quelques semaines à une conférence en parallèle qui était donnée par Dominique Libaud, qui est un des personnages importants en France, qui a participé notamment, qui a piloté la concertation pour la loi des grands âges de l'autonomie, et dans le contexte effectivement de trouver des budgets pour pouvoir financer donc la politique de grand âge. J'étais assez inquiet de voir que on regarde ces politiques de grand âge uniquement dans un prisme médicalisé, prise en soin des personnes âgées, et on a très peu parlé de la personne en elle-même sous un prisme social, de la création des liens sociaux, de développement de l'intergénérationnel, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la personne âgée qui rentre dans un établissement, qui est à domicile, etc., qu'on puisse préserver ses capacités de préserver dont on tient un temps, que ce soit culturel, intellectuel, littéraire. Etc. Oui, vous vous rapprochez de votre micro, je vous entends très mal. Merci. Donc, c'était ça que je voulais juste mettre en avant, où je pense qu'aujourd'hui, tous les débats se font uniquement sur le prisme médicalisé, santé, remboursement d'ARS, sécurité sociale, etc., et que peut-être qu'il faut qu'on regarde une personne âgée aussi par son prisme social, lien social. Merci beaucoup. On est totalement en phase. Tout le projet des États généraux de la seniorisation, il y a eu plein de rapports très sérieux. À la limite, il n'y a pas besoin de nous là-dessus. C'était plutôt une initiative citoyenne avec des paroles différentes, des regards différents, et pose aussi les questions évidemment de financement. On ne va pas raconter l'histoire, mais qui était aussi juste, encore une fois, c'est faire avec les gens et pas pour les gens. Et avec la question économique, mais qui ne doit pas être la seule question. On a essayé, nous, de mettre en effet les autres questions. Alors, Béatrice… J'avais l'impression qu'on voyait beaucoup plus la personne âgée comme un patient et pas comme un être humain, comme
comme on est d'accord. Mais c'est vrai. Accessoirement, ils sont vieux et accessoirement, ils sont malades. Mais avant tout, il s'agit de vous, moi et une autre personne. On le voit comme un sujet, mais pas comme un acteur, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Merci. Je parle souvent d'égoïsme solidaire. On a tout intérêt à s'en préoccuper parce qu'un jour, ça sera nous. Donc voilà. Alors, Béatrice Noëllec, et je crois qu'on terminera à peu près là. Alors, en 1 minute. Alors du coup, Serge, je voulais simplement… Alors c'est moins d'ailleurs une affirmation plutôt qu'une interrogation que je livre et qui est dans la droite ligne de ce qui vient de se dire juste avant. Je pense que cette excellente initiative donc sur les états généraux de la seniorisation, elle est évidemment indissociable du contexte épidémique dans lequel elle se déroule, et que ce contexte, effectivement, si on considère de surcroît que nous allons devoir vivre longtemps avec la réalité du virus comme épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, elle a commencé et elle va commencer et elle va encore bouleverser nos modes relationnels à autrui. Donc, et ce qui est vrai pour la société dans son ensemble, et avec une acuité encore plus forte vis-à-vis des personnes âgées, tant effectivement ce virus percute aussi les relations intergénérationnelles, puisqu'il y a tous les enjeux de protection des seniors, etc. Et donc peut-être aussi que notre démarche, si on considère que c'est une réalité qui va nous accompagner, hélas, encore pas mal de temps, et potentiellement avec des répliques, etc., et que collectivement on a tous fait, et c'est notamment un peu la stratégie de l'autruche là-dessus, peut-être qu'une de nos questions un peu éthiques aussi sur notre démarche, c'est de se demander finalement comment on préserve la relation intergénérationnelle dans ce contexte, et éventuellement aussi quelles sont les voies pour la réinventer, pour la renouveler. On parlait de la technologie, il y avait un débat sur la technologie tout à l'heure, mais voilà, il faut aussi le situer peut-être dans ce questionnement éthique-là, qui est très très complexe et qui, je pense, nous concerne tous. On a tous cette grosse incertitude là-dessus et ces peurs. Merci. Alors, j'ai vu La Salle Bareil qui voulait… J'ai vu une main encore et on s'arrêtera là certainement. Alors, allez-y. Merci beaucoup, Serge. Patrice La Salle Bareil, donc je suis le directeur du réseau Personnes âgées, Personnes handicapées, Autonomie chez Idéal Connaissance, et on anime bien les 102 départements et directions autonomie PAPH de tous les départements de France en termes d'information et de transformation. Donc d'abord, je voulais vous dire bravo pour cette initiative, et sans prendre trop la parole, rebondir sur la nécessité, je crois, aujourd'hui de passer à l'action. Vous en avez fait la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de débats, tout le monde se pose beaucoup de questions, mais en fait, à la fin, quand on compte ceux qui agissent, eh bien, on peut se regarder et les compter sur une doigt d'une main. Et alors, je dirais même à l'inverse de ce que je viens de dire, c'est qu'il y a tellement d'initiatives qui transforment une jungle sur les territoires qu'en fait, chacun essaye de s'approprier, eh bien, un petit peu de ce qu'il y a, de ce qu'on peut faire, avec toujours une très très bonne intention. Mais en fait, on aperçoit qu'il y a beaucoup d'énergie et de déperdition de cette énergie qui se transforme malheureusement pas en action concrète au service des plus fragiles. Donc, cette crise, elle nous a montré que ce fonctionnement en silo amène vers la souffrance, que chacun n'est qu'un maillon d'une chaîne de solidarité, qu'il est enfin grand temps d'être capable de relier maillon par maillon en termes de transversalité pour trouver une solution globale qui passe, et Pierre-Olivier l'a dit, par une présence sur les territoires. Et en fait, cette crise, elle a montré que la proximité, elle était indispensable à l'action. Elle était indispensable à la préoccupation des uns et des autres sur des thématiques différentes, que ce soit des sorties d'hospitalisation, des retours à domicile, de l'habitat partagé, etc., etc. Et on n'est plus dans la stratégie, mais on rentre dans les opérations et les solutions. Pour moi, la crise a montré qu'elle n'avait de sens que si elle voulait être définie par le lien. Et je crois que c'est vraiment la grande question de ce lien qui passe certainement, et on le voit au niveau des départements, par la création d'une unité unique. Et on pensait que les ARS pouvaient l'être, mais c'est pas le cas. On pensait que c'était les départements qui pouvaient l'être, mais on voit que c'est pas le cas non plus. Donc il y a une vraie réflexion, me semble-t-il, sur la partie opérationnelle, à essayer d'inventer un guichet unique qui soit capable aussi bien de répondre aux besoins des usagers,
mais aussi au questionnement et à la coordination des professionnels. Donc voilà ce que je voulais apporter, mon humble contribution quelque part, et du réseau, en étant bien sûr à votre disposition pour continuer à promouvoir cette réflexion. Merci beaucoup. Dans les 60 contributions, il y en a eu plusieurs. Par exemple, je pense à Geneviève Manarino, qui représente l'Assemblée des départements de France et qui vice-préside le département du Nord. Justement, sur ces questions de financement, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la députée Firmin Lebaudot aussi qui en a fait une. Voilà, c'est aussi des éléments évidemment qui ont été mis en question parce qu'on a bien vu dans cette période-là combien c'était compliqué. On va s'arrêter là. On va conclure. La bêtise, c'est conclure, disait mon vieux camarade Flaubert. J'y reviendrai après, mais de toute manière, on va refaire cette initiative. On va en refaire d'autres, on va garder le lien, mais je laisse d'abord Véronique et Philippe reprendre la parole et puis je terminerai, mais on va essayer d'être super court parce qu'il y en a certains qui sont en train de faire griller des sardines et donc il ne faudrait pas qu'elles soient trop grillées parce que je crois que c'est très mauvais pour la santé. Ok, donc je vais être très très courte. Moi, je retiens deux choses là de tous ces débats. C'est impossible de synthétiser, hein. Mais je dirais, ce que j'entends, c'est l'importance finalement d'une forme d'unicité de la démarche dans la diversité des approches et des sujets qui sont divers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le mot décloisonnement qui a été dit et redit, mais un décloisonnement au sens large, le décloisonnement à la fois des secteurs. Hein, on décloisonne le secteur sanitaire et médico-social. Il faudrait arriver à cheminer davantage dans cette direction. On décloisonne aussi les acteurs. On arrête de séparer soignants et non-soignants. Les bénévoles ont une place, les aidants ont une place, les soignants ont une place, et d'aller vers une logique de coopération. Et puis, on décloisonne également la notion du soin et du prendre soin. On arrête de segmenter en disant qu'il y a le cure et le care, et on essaye de réfléchir ensemble comment on articule le soin et le prendre soin. Voilà, ça c'était pour la conclusion de ce qui m'a moins marqué dans ces débats. Ensuite, pour la suite, en termes de perspective, simplement deux points. Le premier, évidemment, va être de pouvoir diffuser et de porter le contenu de cette contribution citoyenne qui a par ailleurs été, comme certains savent, communiquée au président de la République, au Premier ministre et au ministre de la Santé. Bien sûr, ne pas hésiter dès à présent à le diffuser. Je l'ai mis en lien au niveau du chat collectif. Et puis, on va continuer à ouvrir également le comité de soutien suite également aux demandes. Donc, tout citoyen actuellement, toute institution peut d'ores et déjà s'inscrire dans ce comité de soutien de citoyens aux États généraux. Voilà ce que je voulais simplement dire. Et puis Philippe, je te laisse la parole aussi pour conclure. Enfin, vraiment très rapidement et d'abord remercier tout le monde. Je trouve là encore, à chaque fois qu'on débat, on enrichit. Là, donc merci encore pour les interventions des uns et des autres. Plusieurs points. D'abord, on est en plein dans l'actualité parce qu'on a plutôt, dans toutes les relations qu'on a pu avoir avec les tutelles, on est plutôt dans un calendrier qui est un calendrier vraiment d'actualité puisque quand même le projet de loi grand âge est à l'heure actuelle travaillé et donc notre apport et l'apport collectif que l'on peut faire en complément de tout ce qui a été fait par ailleurs nous paraît absolument indispensable et donc c'est vraiment un sujet d'actualité et bien vous pensez bien que vous pouvez compter sur nous pour faire remonter tous ces débats et tout ce contenu extrêmement riche pour pouvoir éclairer et aider à avoir un texte qui et demain que l'on puisse faire vivre les choses également sur le terrain de façon efficace dans un cadre clair. C'est pour ça que l'idée en même temps, c'est que l'on puisse continuer à avoir des débats. Alors, on est en train de voir les modalités, vu les structures, vu le contexte actuel, mais de se dire qu'il y avait vraiment des travaux sur le terrain en région, parce que finalement, et par rapport au thème qu'on vient d'évoquer en particulier, cette coopération, c'est vraiment sur le terrain qu'elle existe. Et donc, il faut absolument pouvoir en rediscuter en région. Donc, on est en train de regarder comment peuvent s'organiser ces rencontres à Nîmes, à Nantes, à Lille, au Havre, enfin, il y a à Cannes, à Paris, il y a plusieurs options. Bien évidemment, le calendrier dépendra un peu des situations actuelles. Et par ailleurs, on voit bien apparaître un certain nombre de notions thématiques qu'il faudra que l'on creuse à travers ce collectif. Et en particulier, il y a vraiment le sujet éthique. On en a, beaucoup de personnes en ont parlé. Ce sujet éthique et ce sujet vraiment de c'est quoi cette réalité de cette coopération entre les différents secteurs pour sortir de ce décloisonnement sont des thèmes sur lesquels on va essayer de creuser et de voir comment là encore on peut rentrer de façon beaucoup plus opérationnelle dans des propositions concrètes. Voilà, merci en tout cas d'avoir tous participé et Serge, je te laisse conclure les mots de la fin. Merci. Alors, en même temps, Agnès Firmin-Lebaudot, donc une des députées qui était qui a participé à ce projet, qui n'a pas réussi à rentrer et ainsi de suite, me dit bon, c'est compliqué pour moi. Nous sommes fin prêts avec tout ce travail de co-construction
pour la loi Grand Âge et Autonomie que ce mode d'échange, donc là ce qu'on est en train de faire, que ce mode d'échange avec les citoyens doit perdurer. Les états généraux sont le bon vecteur. Voilà. Bon, c'est bien. Voilà. Donc dire aussi donc notre projet, notre idée, c'est donc l'ensemble des âges contribuent, réfléchissent, que cette notion de contribution citoyenne se poursuive. On a bien vu 100 personnes, voilà, c'était trop court. On va donc en remonter très vite. On va essayer de voir comment on peut récupérer des zooms plus larges. Je rappelle que pour l'instant, on fait ça avec nos petites mains, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est pris par les manches et puis on a décidé d'y aller. Je remercie encore les 60 personnes du collectif qui toutes, pour l'anecdote, il y a 2 personnes qui n'ont pas répondu. Bah, tant pis. Et il y en a eu bien plus de 60 qui ensuite ont demandé comment on fait, et ainsi de suite. Mais en tout cas, merci à celles et ceux qui se sont lancés dans cette aventure. Merci parce qu'il y a eu ce texte très lourd. Hein. Il est accessible donc sur le Mac des territoires. Il sera aussi accessible parce qu'on va monter un site extrêmement rapidement. Il y a déjà une adresse mail qui sera plus facile. On a une adresse mail commune sur lequel vous pouvez donc du coup vous inscrire, intervenir, ainsi de suite, qui s'appelle hello, H-E-2-L-O, @étatsgénéraux-seniorisation.fr. étatsgénéraux-seniorisation.fr. Peut-être la copier-coller. Peut-être la copier-coller dans le chat, peut-être. Ouais, ça serait bien que quelqu'un l'écrive. Ouais, ça serait bien. Parce que moi, j'y arriverai pas là. D'accord. Hello, #étatsgénéraux-seniorisation, tout ça attaché.fr. On l'a ouverte ce matin, donc tout ça est un peu sportif. Voilà. Dire aussi que, voilà, on va terminer là-dessus. L'air de rien, on avait prévu 1 heure et on est à 12h45, donc ça aurait été 1h45. Je pense que, alors au-delà du fait que les gens commencent à avoir faim, mais qu'on aurait pu, voilà, poursuivre ces échanges et que de toute manière, on les poursuivra. C'est pas parfait, ce ne sera pas parfait. C'est aussi les donneurs de leçons, c'est gentil, mais il faut aussi faire les choses. Et à un moment donné, on a fait ce qu'on a pu, on va continuer à faire ce qu'on pourra. On est un élément de plus par rapport à déjà plein de choses qui ont été faites et qui sont parfois formidables, parfois moins formidables. Et que nous, encore une fois, notre idée, c'est que ce soit finalement la parole de la société. Il y a plein d'autres paroles qui sont évidemment extrêmement importantes. Encore une fois, il ne s'agit pas de les opposer, mais de voir comment, de manière transversale, transpartisane et encore une fois transversage, on arrive justement à ne pas être sage et à inventer des idées nouvelles. On a le droit aussi à l'utopie, on a le droit à l'optimisme. Vous savez, je crois que c'est Victor Hugo, mais je suis plus très sûr, qui disait j'ai décidé d'être joyeux, c'est bon pour la santé. On le sait, l'optimisme en moyenne. Alors, Gilles Berru, le professeur Jandel me confirmeront sans doute, mais toutes les études montrent que les optimistes et les joyeux ont à peu près 10 ans d'espérance de vie supplémentaire par rapport aux autres. C'est pour ça que Joël Jaouen, vous voyez, il fait toujours 42 ans et demi parce qu'il est tellement joyeux, il aime tellement la crêpe au chocolat que tout ça fonctionne très bien. Encore une fois, pour l'instant, on est sur des visions virtuelles. Et il y en aura beaucoup qui vont continuer comme ça parce que ça facilite aussi les choses, mais on essaiera dans la mesure du possible et dans la mesure des règles sanitaires évidemment de se retrouver dans des moments plus conviviaux aussi, en tout cas une convivialité différente. Je crois qu'on peut se saluer, on peut s'applaudir. Parce que être là, ça fait aussi du bien. Et d'abord, s'applaudir, c'est aussi positif. En plus, ça fait faire d'exercice. Si elle n'était pas avec nous, ils soutiennent souvent justement tout ce qui est activité physique. Et je propose qu'on arrête là. Et je vais donc suspendre aussi l'enregistrement et on essaiera de vous l'adresser. Merci beaucoup. Merci. Un hommage à Bérénice, qui a fait un travail exceptionnel. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.